Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va traiter de l'exercice 10 de TD numéro 5 suite à la demande que vous avez eue. Donc moi, j'ai regardé un petit peu vos demandes sur le sondage et ce qui est ressorti, c'est que vous vouliez plutôt l'exercice 10 et l'exercice 12. Voilà, donc je vais traiter l'exercice 10 et l'exercice 12. Ok, donc sur Célène, il s'appelle exercice 4 bis, faites attention. Il y a une erreur de numérotation, en réalité c'est l'exercice, c'est le 10e exercice quoi. Donc, moi je l'appelle exercice 10. Très bien. Donc dans cet exercice, on a une fonction f, donc moi je vais me munir des éléments qu'il y a dans votre TD. Donc f qui est de R dans R, qui est continu sur R, dérivable sur R étoile, et d'autre part, on a que f' de x converge vers une valeur précise, donc là c'est 1, mais ça aurait pu être autre chose en réalité, lorsque x tend vers 0, x différent de 0. Ok, donc on a ces trois éléments-là, donc on a envie de prolonger la propriété dérivable, puisque elle est dérivable sur R étoile, la dérivée a une limite. Si tout se passe bien, on espère que en fait, elle est dérivable en 0 et que la dérivée ce soit 1. C'est d'ailleurs ce qu'on nous demande dans l'énoncé, on nous dit montrer que f est dérivable en 0. Bon voilà. Donc on va essayer de le faire. Ok, donc là, première approche, on est devant cet exercice, comment est-ce qu'on réfléchit? Eh ben, j'ai envie d'appliquer le théorème des accroissements finis. Pourquoi? Parce que le théorème des accroissements finis, c'est un excellent moyen de passer de la fonction à la dérivée, surtout quand il me manque un point. Donc, je vais réécrire le théorème. Je vais vous le réécrire en rouge. Théorème des accroissements finis. Donc une version. Hein. Hop. Alors, j'ai A qui est strictement plus petit que B. J'ai une fonction f qui est continue sur AB, fermée, et dérivable sur AB ouvert. Hop. Eh bien alors, il existe C qui appartient à AB ouvert, tel que f de B moins f de A sur B moins A, ce soit égal à f' de C. Ok, donc ça me donne un lien entre ma fonction dérivée et ma fonction normale, puisque ça me dit que mes taux d'accroissement sont des nombres dérivés. Et donc pourquoi est-ce que j'ai envie d'appliquer ce théorème ici? Parce que j'ai quelque chose sur les limites de dérivées, et si je veux les transformer cette information en information sur les taux d'accroissement, en voilà une méthode. Voilà une méthode qui transforme les informations de dérivées en des informations de taux d'accroissement. Donc voilà pourquoi j'ai envie d'appliquer ce théorème. Ok, donc maintenant, ce que j'ai envie de montrer, c'est tout simplement d'étudier. Donc voilà, j'ai écrit ce théorème. Nous, ce qu'on veut étudier, c'est le taux d'accroissement suivant, f de h moins f de 0 sur h. Pourquoi? Parce que ce taux d'accroissement, sa limite lorsque h tend vers 0, c'est le nombre dérivé de f en 0, c'est f' de 0, s'il existe. Donc si je montre que ceci a une limite finie lorsque h tend vers 0, j'ai montré que f était dérivable en 0. Donc lorsque h tend vers 0. Donc pour étudier ça, je pourrais le faire directement, je vais passer par les suites, par la caractérisation séquentielle, juste pour que ce soit plus simple à rédiger par la suite, parce que vous allez voir qu'il va y avoir deux choses qui tendent vers 0, donc c'est plus facile à écrire avec les suites. Donc,
Qu'est-ce que ça veut dire d'étudier cette limite avec les suites? Ça veut dire qu'au lieu d'étudier h qui tend vers 0, bah, je vais prendre hn qui tend vers 0. Donc, soit hn, une suite de nombres réels, donc de nombres. Donc moi je veux que h ce soit sur le domaine où f est dérivable. Donc je vais prendre hn, une suite de nombres non nuls. Tel que, bah, je veux quand même que h tende vers 0, donc tel que hn converge vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Ok. Donc là, j'ai cette information, hn tend vers 0, et maintenant je veux regarder f de hn moins f de 0 sur hn. Eh bien, d'après le théorème des accroissements finis, ce f de hn moins f de 0 sur hn moins 0, donc sur hn, eh bien, en réalité, c'est un nombre dérivé f' de quelque chose. Donc ça, je vais l'écrire. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, que je peux appliquer pour les raisons suivantes. Je peux l'appliquer parce que f est dérivable sur R étoile et continue sur R. Donc, je vais quand même l'écrire entre parenthèses. Donc, f est continue sur 0hn. F dérivable sur 0hn. Alors, je vous ai écrit ces intervalles. Ils pourraient très bien être dans l'autre sens parce que j'ai dit que hn tendait vers 0, mais je n'ai pas dit que hn était positif ou négatif, donc je vais le préciser. Ok. Donc d'après le théorème des accroissements finis qu'on peut appliquer pour cette raison, soit sur 0hn, soit sur hn0, eh bien, il existe C appartenant soit à 0hn, alors ce sont des intervalles ouverts, ou alors, si cet intervalle n'a pas de sens, C appartient à hn0. Vous avez compris, hein, je me demande si hn il est positif ou négatif à chaque fois. Ça change la façon dont je note les intervalles. C'est uniquement ça que j'écris à chaque fois avec ces deux possibilités. Tel que quoi? Bien tel que f de hn moins f de 0 sur hn, ce soit égal à f de c. Ok. Et là, je me rends compte que tout ça dépend de n, là. Donc, je rajoute ici, pour n dans grand N, et là, je rajoute que c'est Cn et c'est Cn. Je fais dépendre C de n parce que je vois bien qu'à chaque fois que je prends un n, eh bien, j'aurai un C différent. Donc, c'est C, je peux l'appeler C indice n. Donc, j'ai ce résultat. Pour tout n dans grand N, j'ai ce résultat où il existe un Cn qui appartient à 0hn ou à hn0. Bon, si je remets les choses d'aplomb, Cn il appartient à 0hn ou à hn0 en fonction que hn est positif ou négatif. Donc, en résumé, on a pour tout n dans grand N que Cn en valeur absolue, il est plus petit que hn, il est strictement plus petit que hn, et donc Cn, bah, il tend vers 0, d'accord? Il est forcément plus petit que quelque chose qui tend vers 0
Donc c'est théorème des gendarmes, hein, ou comparaison. D'accord? Donc Cn en valeur absolue tend vers 0 et Cn en valeur absolue tend vers 0, ce n'est possible que lorsque Cn lui-même tend vers 0. D'accord? Voilà. Donc, Cn tend vers 0, et maintenant on va réécrire notre... alors on va regarder à nouveau notre égalité ici. Ici on a f de hn moins f de 0 sur hn qui est égal à f de cn. F de cn, c'est f de quelque chose qui tend vers 0, et f de quelque chose qui tend vers 0, f', pardon, hein, il manque un prime ici depuis le début, f' de quelque chose qui tend vers 0, et f' de quelque chose qui tend vers 0, et ben on voit bien que ici, ça tend vers 1. D'accord? Et donc par conséquent, ici, ceci tend vers 1, parce que ceci tend vers 1. Ok, on va synthétiser tout ça. Donc Cn tend vers 0. Donc, comme f' de x tend vers 1 lorsque x tend vers 0, alors, ben, f' de Cn converge vers 1 lorsque n tend vers l'infini, composition des limites. Et donc, par égalité, f de hn moins f de 0 sur hn converge vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Puisque ça et ça, ce sont deux nombres qui sont égaux pour tout n. Et donc, on a bien montré que, donc, par caractérisation séquentielle, cette fois-ci, f de h moins f de 0 sur h tend vers 1 lorsque h tend vers 0. h différent de 0. D'accord? Conclusion. Ben, f est dérivable en 0 et f' de 0 égale 1. Très bien. Donc, encore une fois, pourquoi la caractérisation séquentielle? Pour ce Cn ici, d'accord? Parce que le choix de C dépend du choix de H, comme vous l'avez vu. Donc si j'avais pas écrit ça sous forme de suite, j'aurais eu du C de H, ça aurait été une fonction, d'accord? Ça aurait été un peu plus compliqué à rédiger, ou peut-être plus... Je préférais vous montrer ça par caractérisation séquentielle, mais bon, on aurait pu écrire ça différemment. Voilà. Donc voilà pour cet exercice 10, qui est l'exercice 4 bis sur Cln. Ok, donc maintenant on va traiter de l'exercice 12, donc ce que j'appelle l'exercice 12, c'est donc le 12e exercice de la feuille qui est sur Cln, et il est par erreur numéroté 6 sur la feuille, donc c'est le deuxième exercice 6, le 6 bis comme vous voulez, en tout cas on parle bien du même exercice, le 12e exercice, très bien. Alors dans cet exercice, qu'est-ce que vous avez? Dans cet exercice, vous avez un nombre L, quelconque, a priori quelconque. Vous avez une fonction f qui est définie de R dans R, qui est dérivable sur R. Et on suppose que f' de x, le nombre dérivé de f, converge lorsque x tend vers l'infini, vers plus l'infini, converge vers L. Et on vous pose deux questions sur les implications de ça. Ok, donc à première vue, sans regarder les questions, que penser de cette supposition-là? Une première chose intuitive à laquelle ça me fait penser, c'est que si le nombre dérivé qui correspond au coefficient directeur de la tangente au point de la courbe d'abscisse x, eh bien, si ce nombre dérivé se rapproche de plus en plus d'un nombre fixe, alors je me rapproche de plus en plus, concernant ma fonction, de quelque chose qui devrait ressembler à une droite qui a pour coefficient directeur toujours la même chose, donc, à une courbe qui a pour coefficient directeur toujours la même chose, donc une droite. Et donc, l'impression que ça me donne, c'est que peut-être que ça veut dire que ma courbe, elle
elle admet quelque chose en plus l'infini qui ressemble à une asymptote oblique. Et par conséquent, si des fois la limite c'est 0, peut-être que ça veut dire que j'ai une asymptote horizontale. Du moins, c'est l'intuition me suggère ça. Alors, la question c'est si elle admet une asymptote horizontale, qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi la question c'est ça? Parce qu'on suppose, dans cette question, on suppose que f de x converge vers une limite... alors comment je peux appeler cette limite? Parce que là j'ai L, je vais l'appeler L', lorsque x tend vers plus l'infini. Ok. Donc on suppose que f de x tend vers L', lorsque x tend vers plus l'infini, et ce qu'on doit montrer, c'est que cette limite L qui est là tend vers 0. Ok. Donc, ce qui correspond un petit peu à l'intuition qu'on avait, c'est-à-dire quand on a une asymptote horizontale ici, alors le nombre dérivé, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente, il se rapproche de plus en plus de l'horizontale, c'est-à-dire d'un coefficient directeur 0. Donc là, ce qu'on doit montrer ici, c'est que L est égal à 0. Ok. Donc comme tout à l'heure, j'ai envie de traduire cette information sur les nombres dérivés, ici, là, en information sur les nombres de la fonction, sur les valeurs de la fonction, et donc un bon théorème, c'est à nouveau le théorème des accroissements finis. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour m'assurer que je vais bien en plus l'infini, je vais appliquer le théorème des accroissements finis entre n et n plus 1 pour tout n. Donc, pour avoir une information qui tend vers l'infini. Donc, soit n dans grand N, ce que je vais regarder, c'est f de n plus 1 moins f de n sur n plus 1 moins n, donc sur 1. Donc je regarde ça. Et ça, d'après le théorème des accroissements finis, donc là je ne vais pas réécrire les hypothèses, elles sont écrites juste là. F, elle est dérivable sur R, donc elle est forcément dérivable sur l'intervalle ouvert n plus 1, n, et elle est continue sur R, donc elle est forcément continue sur... Non, si, je vais quand même les réécrire. Continue. Donc F est continue sur n plus 1, n, fermé, et dérivable sur n... Alors, je ne sais pas pourquoi je vous mets n plus 1, n plus 1, sur n plus 1, ouvert. Et donc, du coup, on a... il existe C, alors à nouveau c'est Cn, parce que ça dépend du n que j'ai choisi ici, appartenant à l'intervalle ouvert n plus 1, tel que f de n plus 1 moins f de n sur n plus 1 moins n qui fait 1, donc je ne l'écris pas, c'est égal à f' de Cn. Ok. Donc f' de Cn. Et du coup, on a, pour tout n dans grand N, Cn, il est coincé entre ces deux valeurs. Donc, et ces deux valeurs, évidemment, ce sont des valeurs, quand n tend vers plus l'infini, qui tendent toutes les deux vers plus l'infini. Par conséquent, Cn, il tend lui-même vers plus l'infini. Ok. Donc si Cn il tend vers plus l'infini, alors je vais pouvoir utiliser cette information-là, parce que regardez, l'argument x tend vers plus l'infini. Donc je vais pouvoir dire que f' de Cn, ici, ça converge de la même manière que l'exercice précédent. F' de Cn, ici, ça converge vers L, d'accord, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc f' de Cn, ça tend vers L, et par conséquent, là, f de n plus 1 moins f de n,
je vais pouvoir avoir une égalité parce que ça, je sais vers quoi ça tend par supposition ici. D'autre part, f de n plus 1 moins f de n, bah ça tend vers L' pour ce côté-là, et L' pour ce côté-là, pardon, L' pour ce côté-là et L' pour ce côté-là, car la fonction car la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est L'. Très bien. Et donc, bah, ça, c'est 0, évidemment. Donc, par unicité de la limite, ben, L égale 0. L'unicité de la limite, c'est cette limite-là, hein, parce que ces nombres-là sont égaux. D'accord ? Donc, ces deux nombres-là étant égaux, par unicité de la limite, on a que L est égal à 0. Voilà, ça, c'est une manière de montrer que la limite, elle, est nulle. Ok. Contre-exemple au fait que la limite soit forcément un L, un L' en l'occurrence. Bah, par exemple, on va prendre la fonction f qui est définie de R+ dans R+, dans R, et qui a x associe racine de x. Alors, là, vous allez me dire, je vous donne un contre-exemple qui n'est pas défini sur le même espace de définition que le f de l'énoncé, donc c'est pas un vrai contre-exemple. Alors, ici, on a une propriété qui est au voisinage de plus l'infini, donc tous les contre-exemples que je vais donner qui sont définis sur R+, ce sont de bons contre-exemples, parce que je pourrais prolonger la portion infinie, je pourrais la prolonger par n'importe quel prolongement pour avoir toujours ces propriétés-là, pour que ce soit une fonction dérivable. Voilà, donc il suffirait de trouver un prolongement C1 de ce que je suis en train d'écrire. C'est un bon contre-exemple, en gros. Donc, pourquoi c'est un contre-exemple? Parce que d'une part, f' de x, vous le savez, c'est 1 sur 2 racines de x. Ça converge vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc la dérivée tend bien vers 0, mais eh bien, f de x, c'est égal à racine de x, et ça tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est un contre-exemple. Voilà. Donc on a bien les tangentes qui se rapprochent de plus en plus d'une tangente horizontale, mais la fonction ne tend pas vers une constante. Donc bon, voilà. Un autre contre-exemple, c'est la fonction logarithme népérien. Donc encore une fois, elle est définie non pas sur R, mais sur R étoile, mais vous pouvez prendre la branche infinie et la recoller avec une autre fonction pour que ce soit une fonction définie sur R, hein, ça pose pas de problème. Voilà. Donc vous avez plusieurs contre-exemples ici. Voilà. Donc c'était tout pour cet exercice. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Donc faites-nous savoir s'il y a des exercices que vous avez travaillés, dont vous ne trouvez pas de solution. Demandez-nous, posez des questions précises aussi. N'hésitez pas à demander, voilà, j'ai essayé ça, ça ne fonctionne pas, voilà. On est disponible, que ce soit sur Teams ou même sur les forums Selene, hein, vous pouvez utiliser les forums Selene. On vous répondra. Voilà.